Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. L'avortement thérapeutique. Le conflit entre la vie de la mère et la vie du nouveau conçu. Dans le cas dont il est question, il ne s'agit pas d'agir sur une maladie en cours, mais bien au contraire, on envisage la suppression du fœtus sain pour éviter que la santé de la mère ne s'aggrave ou que sa vie ne soit mise en danger. L'on use le terme d'avortement indirect pour indiquer l'avortement thérapeutique. Des hypothèses sont échafaudées dans ce cadre qui aboutissent à admettre, sous le nom d'avortement thérapeutique, les cas de l'avortement eugénique, malformation ou maladie du fœtus, de la motivation contraceptive, enfant non désiré, et des motivations socio-économiques. On passe pratiquement de l'avortement thérapeutique à l'avortement conçu comme moyen de contrôle des naissances. Les indications de l'avortement thérapeutique. L'interruption a une incidence encore plus négative sur la santé que la poursuite de la grossesse. La vraie thérapie, celle qui élimine directement la maladie sans offenser la vie du fœtus, est l'unique thérapie licite. L'appréciation éthique à propos de l'avortement thérapeutique. La personne humaine est la plus grande valeur dans le monde et elle transcende tout autre bien temporel et toute considération économique. La vie physique représente le fondement premier et indispensable de toutes les autres valeurs personnelles. La finalité thérapeutique est indirecte et passe à travers la suppression d'un bien suprême, la vie. La maternité comporte en soi un risque pour la santé, comme tout autre devoir de la vie. La science est pour la vie. La société est pour la personne. Tel est l'engagement éthique de fond. Les cas dramatiques. On peut distinguer deux degrés dans le cas du conflit entre la vie de la mère et la vie du fœtus. A. La poursuite de la grossesse cause non seulement la mort de la mère, mais ne sauve même pas l'enfant. Par contre, l'avortement provoqué représente pour la mère le salut. B. La poursuite de la grossesse comporte la mort de la mère, alors que l'on peut espérer sauver l'enfant. 1. Le conflit des devoirs. Le médecin a le devoir de soutenir la vie de la mère et le devoir de faire naître l'enfant. Ne pouvant les assumer tous les deux, et le conflit se situant dans les choses et non pas dans la volonté des personnes, on choisit le devoir qui est le plus accessible. Il faut remarquer que déjà ici, le choix ne passe pas à travers une assistance prioritaire à la mère, mais dont dépend involontairement la mort du fœtus. Mais il s'agit d'un choix meurtrier, au moyen d'une action directe de suppression du fœtus vivant. 2. La qualification subordonnée du fœtus déjà condamné. Le fait que l'enfant soit de lui-même condamné à mourir ne constitue pas une raison suffisante pour le supprimer, car l'on ne peut pas comparer la mort naturelle au meurtre direct. Autrement, n'importe quel acte d'euthanasie pourrait être justifié.
L'appréciation globale. L'engagement de défense de la vie de la mère n'autorise pas le moyen disproportionné et monstrueux de la suppression du fœtus. Enfin, l'autre motivation, la non-absoluité de la norme. Ne pas tuer ne constitue pas une norme absolue parce qu'elle a toujours eu des exceptions justifiées, la légitime défense contre un agresseur injuste, le sacrifice pour le bien du prochain, la peine de mort. Mais ce raisonnement, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, ne peut prévaloir dans notre cas, parce qu'il s'agit ici d'une vie innocente et non d'un agresseur injuste ou d'un coupable qui, connaissant la peine de mort, la transgresse consciemment. Conclusion. Il incombe au médecin de soutenir la vie tant de la mère que de l'enfant et d'offrir tous les moyens thérapeutiques pour leur salut à tous deux. Le meurtre direct, qui n'est ni un acte médical, ni un acte éthique, ne figure pas parmi ces moyens. L'on ne peut pas choisir la vie de la mère avec une action directe de suppression de l'enfant, parce qu'aucun homme n'a le droit de choisir pour la vie d'autrui. On peut aussi se trouver dans la nécessité de maintenir artificiellement en vie une femme enceinte en état de mort cérébrale dans le but de permettre au fœtus d'atteindre un stade de développement qui puisse lui permettre une vie autonome hors de l'utérus. La décision de la Cour constitutionnelle du 18 février 1975, numéro 27, établissant la priorité de la vie et de la santé de la mère, a sur ce point ouvert la voie à une procédure discriminatoire et à un abattement progressif des défenses de la vie, allant en tout cas jusqu'à soumettre la vie du fœtus à la volonté d'autrui. Le premier acte de relativisation a été accompli en faveur de la vie maternelle. Ce même critère a ensuite été utilisé pour sauvegarder la santé maternelle, puis la santé psychologique, puis pour des raisons sociales.